Alors, on vous a un petit peu présenté le cadre de notre intervention. Pourquoi on a choisi un sujet sur les traitements de substitution aux opiacés? Comme on vous l'a expliqué, on est en interaction avec un certain nombre de professionnels, à la fois directement dans l'accompagnement des usagers, mais également des dispositifs de coordination. Et il est vrai que la question des traitements de substitution est une question qui revient assez régulièrement. Et on s'aperçoit que un certain nombre de professionnels ne se sentent pas ou légitimes ou pas compétents ou ne connaissent pas suffisamment l'outil que représentent les traitements de substitution aux opiacés pour les mettre en œuvre. Et que donc, il pouvait être intéressant de développer une culture commune pour que à la fois les intervenants de premier recours, mais aussi le secteur spécialisé et les acteurs de la coordination puissent avoir une représentation de ce que c'est, de quels sont les enjeux et de comment ça se travaille. En tant intervenant, je me dois de vous présenter mes liens d'intérêt. Dans ce cadre-là, je n'ai pas spécialement de liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique. Et effectivement, alors d'autres personnes considèrent que l'intérêt, c'est aussi qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie. Donc, je vous ai présenté mes activités. Je suis à la fois médecin ressource chez l'Association Généraliste Addiction et aussi dans une association qui a un XAPA sur l'homme. Et puis, j'ai aussi une carte d'adhérence sur différentes associations. Vous l'avez déjà eu dans la présentation de l'intervention, le plan. Donc, on va essayer d'être assez complet. Peut-être qu'on n'aura malheureusement pas le temps d'aller très au fond de chaque chose, mais là, c'est l'idée de vous donner un panorama assez global sur la question des traitements de substitution aux opiacés. Alors, la première chose, il me semble que c'est très important de se repositionner comme en tant qu'intervenant, quelle place je vais donner à mon intervention, quel sens j'y donne, quelles sont les limites de mon intervention, quelles sont mes valeurs et est-ce que je suis à l'aise avec ça ou pas. Toutes ces choses-là, elles sont très importantes à questionner parce elles vont évidemment impacter directement ce qu'on peut proposer à la personne et si la personne va y adhérer. Donc, quels sont les objectifs de mon intervention? Et je crois qu'on est un certain nombre d'entre nous à se dire qu'avant tout, on est là au profit de la santé des personnes qu'on accompagne. Et donc, les traitements de substitution, la première question qu'on a à se poser, est-ce que c'est un traitement efficace? Oui. Donc, on va très vite revenir là-dessus. Mais c'est une intervention très efficace et bien plus que la plupart des traitements qui sont utilisés en médecine quotidienne. Des traitements antihypertenseurs, des traitements pour le cholestérol, tous ces traitements-là sont moins efficaces pour aider les personnes que ne peut l'être un traitement de substitution. Les grands principes du traitement de substitution, ils visent essentiellement à permettre à la personne de limiter son recours à des substances, de réduire les risques, de stabiliser la consommation ou de la réduire, voire de la supprimer, et de surtout pouvoir permettre à un ensemble de professionnels ou un ensemble d'intervenants de pouvoir venir accompagner cette personne. Les traitements de substitution, il n'y a pas que les traitements de substitution aux opiacés qui existent, il en existe aussi notamment pour la nicotine. Vous connaissez les patchs de nicotine. Il y a plusieurs traitements de substitution aux opiacés, on va y revenir. Et la durée de ces traitements, elle va dépendre du produit qu'on leur substitue et puis aussi de la dynamique de la personne que l'on accompagne, évidemment. Les principes fondamentaux, l'idée des traitements de substitution, c'est de maintenir la personne que l'on accompagne dans la cité. Alors, il faut l'entendre au sens grec du terme, que la personne puisse être maintenue en tant que sujet décidant et actif citoyen, donc permettre une resocialisation, de pouvoir limiter les complications liées aux consommations, de pouvoir permettre finalement à la personne de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler de ses besoins, de ce qu'il souhaite pour lui et de lui permettre de sortir de cet esclavage par rapport au produit et de pouvoir s'exprimer en tant que tel. Idéalement, et là on est parfois un petit peu loin de cet objectif-là, c'est de pouvoir suspendre le jugement moral de la personne qui est en situation d'addiction et de pouvoir promouvoir, on l'a vu, toutes les approches qui vont permettre à la personne de pouvoir aller dans une dynamique de rétablissement.
Comme je l'ai dit, les traitements de substitution aux opiacés sont très efficaces. Ça a été montré que c'était efficace pour la réduction des consommations, pour la réduction de l'activité criminelle, pour baisser la mortalité, pour améliorer la santé physique et psychique, pour réduire les comportements à risque, les infections, aussi améliorer la qualité de vie et les conditions de grossesse et d'accouchement. Et enfin, ce sont des très bons traitements pour maintenir le lien. Et on sait qu'une grande partie de l'activité de ces traitements vient du lien qu'on peut avoir avec les personnes accompagnées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais souvent, le nerf de la guerre, c'est est-ce que ce que l'on propose économiquement, c'est viable? Et on a là de multiples preuves de l'intérêt de ces dispositifs qui sont très coût-efficaces. Donc, ça vaut le coup de les proposer, de les diffuser. Je ne rentre pas là-dedans, mais c'est l'ensemble des avantages qui ont été calculés en termes de coûts associés au traitement de substitution. Donc, le traitement de substitution, c'est l'idée de sortir de consommation généralement les substances psychoactives qui sont sujettes à développer des addictions. Ce sont des produits qui vont avoir tendance à monter très très vite dans le sang, redescendre là aussi très très vite, et on va avoir une forme de yo-yo sur un espace de temps qui est assez réduit. Le traitement de substitution, le but, c'est de pouvoir permettre à la personne d'éviter ces yo-yo et d'être durablement dans une situation de confort, d'éviter la surdose et de ne pas être dans le manque. Donc on parle de produits, on va revenir dessus, à demi-vie courte pour les substances qui sont addictives, vers quelque chose qui a une demi-vie longue et qui est moins addictif. Alors, les traitements de substitution, comment se situe la France en termes de traitement de substitution par rapport à nos voisins européens? Vous pouvez voir sur cette diapositive que la France, en fait, fait partie des pays qui ont la meilleure couverture en termes de traitement de substitution aux opiacés. C'est vrai que quand on travaille dans le secteur de l'addictologie, on entend beaucoup parler de ces personnes qui ont du mal à avoir accès au traitement de substitution. C'est une réalité, on ne va pas la cacher. Malgré tout, globalement, en France, on fait quand même beaucoup mieux qu'ailleurs. Donc ça, c'est assez satisfaisant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais on est quand même plutôt bien servi. La région Hauts-de-France est quand même globalement dans la moyenne, plutôt la moyenne haute en termes d'accès au traitement de substitution. On fait moins bien que le Grand Est, mais on fait partie quand même plutôt des bons élèves à ce niveau-là. Parmi les traitements de substitution disponibles en ville, on s'aperçoit, vous voyez sur le graphique de gauche, que globalement, il y a une très très légère tendance à la diminution du taux de remboursement, des remboursements de traitements de substitution en ville. Et globalement, on a une progression du nombre de personnes qui est mise sous méthadone et une diminution du nombre de personnes qui est sous buprenorphine. Maintenant, si on regarde sur le graphique de droite, on s'aperçoit que les bénéficiaires d'un traitement de substitution aux opiacés, alors MSO, médicaments de substitution aux opiacés, donc on va dire que c'est la même chose que les traitements de substitution aux opiacés, on observe un certain vieillissement de ces bénéficiaires. Alors, on pourrait l'expliquer de plusieurs manières. Est-ce qu'en fait, il y a de moins en moins de demandes de nouveaux patients pour des traitements de substitution aux opiacés? Est-ce que la difficulté d'accès aux traitements de substitution aux opiacés fait qu'on n'a plus de nouveaux patients jeunes? On a plutôt tendance à penser que c'est un certain vieillissement, même s'il doit y avoir une combinaison de plusieurs facteurs. À présent, il est important de rappeler la question de la mortalité aux opiacés. Actuellement, la mortalité aux opioïdes reste la principale cause de mortalité liée aux substances psychoactives. Et on s'aperçoit que pour les opioïdes, la part des traitements de substitution aux opiacés, et en particulier de la méthadone, est très importante. Finalement, elle dépasse même celle de l'héroïne dans les cas d'overdose entre 2010 et 2020. Généralement, quand il y a décès avec un traitement de substitution aux opiacés, il peut y avoir de la méthadone ou de la buprenorphine, mais assez souvent, il y a une co-consommation qui va conduire au décès.
Alors très rapidement, le décès lié à la consommation d'opioïdes, il intervient par ce qu'on appelle une dépression respiratoire. La personne va avoir tendance à arrêter de respirer. Et tout ça se traduit d'un point de vue physiologique par une mauvaise adaptation de notre capacité à adapter notre ventilation respiratoire au niveau d'oxygène et surtout de gaz carbonique. La personne ne va pas percevoir qu'elle manque d'oxygène et finalement elle s'arrête de respirer et elle ne permet pas finalement à l'ensemble des organes de venir être oxygénés. Les traitements de substitution par rapport à ces overdoses, ce graphique, il est bien connu. Il a bien montré que suite à l'introduction en France des traitements de substitution aux opiacés, autour des années 95-96, très rapidement après, on a une chute très importante du nombre de décès par overdose. Et donc, à ce niveau-là, on peut à nouveau dire l'efficacité de ces traitements de substitution dans la réduction de la mortalité liée aux opioïdes. Souvent, la question se pose, mais alors, est-ce que quand il y a systématiquement traitement de substitution aux opiacés, il y a forcément du nomadisme ou pas? Les enquêtes qui ont été réalisées montrent que la majeure partie des patients qui bénéficient d'un traitement de substitution en ville ont un voire deux prescripteurs, mais vous voyez surtout si on peut avoir un remplaçant d'un prescripteur, mais donc ça ferait deux prescripteurs, mais là on voit bien que sur la part des pharmacies, on est à près des 3/4 des patients qui vont avoir accès à une seule pharmacie. Donc globalement, la part du nomadisme reste à la marge. À présent, parlons de la question de la mise en place d'un traitement de substitution aux opiacés. De manière très simpliste, on a tendance à dire qu'il y a une trajectoire. La personne va avoir une demande de traitement de substitution aux opiacés une fois qu'elle expérimente beaucoup de conséquences négatives de sa consommation dans son quotidien et va faire appel à un thérapeute, un médecin, pour bénéficier de ce traitement. On considère qu'il y a à ce moment-là plusieurs phases. La première, qu'une induction au traitement de substitution aux opiacés, où on va majorer progressivement le traitement jusqu'à ce que la personne se sente bien avec son traitement. Puis une phase de maintenance, où globalement, le traitement est pris à la même dose pendant un certain temps pour permettre justement cet accompagnement biopsychosocial. Et ce traitement peut être maintenu jusqu'au décès de la personne, potentiellement. Mais bien souvent, il y a une demande du patient de pouvoir arrêter, mettre un terme à ce traitement-là. Et à ce moment-là, on pourrait rentrer dans une troisième phase, une phase de décroissance, et ensuite un arrêt du traitement. En réalité, en pratique, finalement, comme il est coutume de le dire dans la définition des addictions, il y a souvent tentative d'arrêt et des ruptures dans la trajectoire des personnes. Et donc, il y a souvent des allers-retours avec un début de traitement qui s'interrompt, puis la personne fait une nouvelle demande et le traitement de nouveau s'interrompt. Donc, il y a souvent ces allers-retours. Il peut y avoir des passages de la personne avec des difficultés sociales qui vont l'amener à la rue, qui va provoquer aussi des ruptures dans les traitements. Il peut y avoir des traitements de substitution qui sont commencés, poursuivis sur le marché noir, en vente à la rue. Et c'est potentiellement de véritables substitutions qui ont lieu. Il ne faut pas forcément toujours toutes les dénigrer, et c'est intéressant de les prendre en compte. Alors, les traitements de substitution. Pour rappeler les choses, il y en a actuellement deux qui ont l'autorisation de mise sur le marché dans cette indication-là, la méthadone et la buprenorphine. Alors, on a coutume de dire, et ce n'est pas forcément toujours très bien compris, que la méthadone est un agoniste pur. Ça veut dire que si on prend l'exemple d'un opioïde qui serait comme une clé et le récepteur de cette clé, la serrure, donc c'est la méthadone qui va agir dans sa serrure qui est un des récepteurs du cerveau, la méthadone va venir se fixer complètement et activer le récepteur. Donc ça, c'est pour ce qu'on appelle un agonisme pur. Un agonisme partiel, c'est une molécule, donc là en l'occurrence la buprenorphine, qui va venir à nouveau comme une clé rentrant dans ces cellules,
venir se fixer, mais ne prenant pas forcément toute la place. Et du coup, la cascade qui va se passer suite à ça dans la cellule va pas être toujours exactement la même, et l'effet peut être un petit peu différent. La naloxone, c'est un antagoniste, et on va revenir dessus, c'est-à-dire qu'il va venir se poser sur la serrure, mais comme si on mettait une porte qui en empêche l'accès, et donc va empêcher les autres opioïdes potentiellement de venir s'insérer dans la serrure et d'avoir un effet. Il y a plusieurs types de serrures, donc finalement la même molécule peut avoir différentes actions sur différents récepteurs. Et on peut s'apercevoir, donc c'est ce que vous pouvez voir, que par exemple, les récepteurs mu vont être des récepteurs qui peuvent induire, donc on peut le voir, une sensation d'antidouleur, une sensation d'euphorie, mais vous pouvez voir le quatrième point, la dépression respiratoire, et c'est cet élément qu'on a vu qui peut être responsable de l'overdose. Alors que pour le récepteur kappa, finalement, même si l'opioïde va agir sur ce récepteur-là, il va être peu amené à provoquer une dépression respiratoire par rapport à ça. L'ensemble de ces récepteurs va conduire à des effets au niveau corporel. Globalement, l'idée, ce n'est pas forcément d'apprendre tous ces effets-là, mais on peut voir qu'il y en a de multiples effets, et ça va dépendre finalement du type de récepteur qui est activé et de l'intensité que va avoir la molécule sur son récepteur. Ça, c'est pour reprendre ce fameux schéma de la clé rentrant dans sa serrure. Et on peut voir également que finalement, un traitement qui va se fixer partiellement sur son récepteur va globalement avoir un effet qui peut, au bout d'un moment, faire un effet plateau. On pourra monter la dose, on aura du mal à avoir plus d'effets par rapport à ça. Il y a bien quelque chose à différencier pourtant sur cette capacité à venir se fixer dans la serrure, donc ce qu'on appelle l'affinité sur son récepteur, et l'effet qui est associé à cette entrée dans la serrure sur son récepteur. On peut le voir sur ce schéma. Alors, plus vous avez un chiffre bas, plus on s'aperçoit que la molécule, quand elle va venir se fixer à son récepteur, plus elle va s'y accrocher fortement, comme si la molécule venait se scratcher fortement à son récepteur. Donc, on peut voir là-dessus que la buprénorphine est un traitement qui va venir se fixer très fortement sur son récepteur et va beaucoup le coller. Alors que la méthadone, c'est un traitement qui va agir aussi sur le récepteur, mais venir s'y fixer avec moins de force, on va dire, sur ce récepteur-là. Ce qui se traduit en pratique courante quand on fait une association entre la buprénorphine et la méthadone, par exemple, quand les personnes ont l'habitude de prendre de la méthadone et qu'un jour, elles prennent de la buprénorphine parce que c'est la seule chose qu'elles ont sous la main, et bien la buprénorphine, vu qu'elle s'attache beaucoup plus à son récepteur, elle va avoir tendance à déplacer la méthadone de son récepteur. Et on l'a vu un petit peu avant, malheureusement, la buprénorphine, elle va avoir un effet sur son récepteur qui est un petit peu moindre, d'où l'impression de ressentir un manque aux opiacés par la personne qui en fait l'expérience. À présent, intéressons-nous à la question de est-ce que ces traitements, est-ce qu'il y en a un qui serait meilleur que l'autre? Alors, on avait plusieurs études assez anciennes, mais notamment les revues Cochrane qui avaient essayé de déterminer si un traitement était supérieur à l'autre. Cette revue, elle était peu remise en cause jusqu'à présent. Elle faisait état qu'il n'y avait pas de différence entre la buprénorphine et la méthadone dans l'idée de supprimer l'usage d'opiacés illicites, à condition que la buprénorphine et la méthadone soient prescrites à dose efficace. Une étude assez récente a été réalisée aux États-Unis et a montré que, alors je pense qu'il est important de préciser le contexte. Donc aux États-Unis, il y a beaucoup de consommation de fentanyl et d'oxycodone. Et alors dans ce contexte états-unien, il semblerait qu'il y ait des meilleurs résultats de la méthadone par rapport à la buprénorphine. Alors comment on fait le choix de la molécule en pratique? Alors, il y a moins de risques associés à la buprénorphine,
Mais notamment le risque de dépression respiratoire, on en a parlé, parce que la buprenorphine ne va pas agir de manière complète sur le récepteur mu. Mais le problème de la buprenorphine, si on l'introduit trop rapidement par rapport à la dernière consommation d'héroïne ou de méthadone, on vient de le voir, cela peut donner une sensation de manque qui est finalement vécue comme très désagréable. Et il est très fréquent en pratique courante que les usagers d'opioïdes vous manifestent une mauvaise expérience à cause de la buprenorphine. Non pas que ça ne marche pas, mais c'est qu'il ne leur a pas été bien présenté comment il fallait introduire cette buprenorphine. Actuellement, il y a différentes formulations, différentes galéniques pour la buprenorphine. Elle peut être sous forme Subutex, qui est la forme historique et la plus connue, associée à de l'analoxone, ou non pas en utilisation sublinguale, mais sur la langue, c'est l'Orobupré. Ces formulations ont comme indication le projet de pouvoir limiter le mésusage associé à ces consommations. Ça reste encore à démontrer. La méthadone, la difficulté, c'est que encore à ce jour, elle n'est disponible qu'en XAPA ou en centre hospitalier avec une spécialité addicto ou en détention. On a tendance à dire que la méthadone est globalement un premier choix chez les polyconsommateurs, notamment injecteurs. La buprenorphine, surtout s'il y a des contre-indications, notamment en termes d'allongement du QT. Donc, pour ceux qui ne seraient pas médecins, le QT, ça concerne, on va dire, les battements cardiaques, l'électricité du cœur. Et si on a ce fameux espace QT, donc c'est un temps qui s'écoule entre les battements du cœur qui s'allonge, et ben, au bout d'un moment, ça peut provoquer un arrêt cardiaque associé à cet allongement. Donc, c'est quelque chose qui peut contre-indiquer de manière impérative, notamment l'utilisation de la méthadone quand il y a déjà ces éléments-là. Il y a beaucoup moins d'interactions médicamenteuses avec la buprenorphine qu'avec la méthadone. Et la question des comorbidités qui peut entrer en ligne de compte. Alors, ce tableau, il permet, alors il n'a pas été fait en France, du coup, il y a un certain nombre de choses qui sont valables parce qu'elles sont transposables d'un pays à l'autre, mais il y avait notamment des éléments autour du coût qui n'étaient pas vrais en France parce que, comme vous le savez, si les personnes ont des droits en France ou si c'est prescrit dans le cadre d'un XAPA, ces traitements sont gratuits ou pris en charge par ou l'institution ou la CPAM. Globalement, la méthadone présente, on a vu, des avantages associés à le fait de pouvoir agir très efficacement sur le manque, sur l'envie de consommer. C'est un traitement qui peut aussi avoir un intérêt, et certains l'utilisent aussi comme ça, comme traitement d'une comorbidité psychiatrique, parce qu'on a une action potentielle sur l'humeur, sur l'anxiété par rapport à un petit effet sérotoninergique de la méthadone, et aussi en tant qu'antipsychotique. Généralement, évidemment, ce n'est pas le meilleur outil pour agir sur un problème d'humeur, sur un problème d'anxiété ou sur une schizophrénie, mais des fois, les personnes que l'on accompagne sont vraiment réfractaires à l'utilisation d'un traitement psychiatrique, donc ça peut malgré tout avoir ce petit effet-là. L'intérêt de la buprenorphine, il est aussi très efficace pour réduire le manque, les envies de consommer. On a vu qu'il y avait très peu d'effets d'interaction médicamenteuse ou notamment d'effets au niveau cardiologique. Il y a aussi des écrits sur un potentiel effet antisuicidaire du fait de l'action de la buprenorphine sur les récepteurs kappa. Je pense qu'il est encore un peu prématuré de vouloir prescrire de la buprenorphine juste dans cette indication-là. Ça peut être un élément à prendre en compte, mais il faut aussi faut avoir une vision quand même plus globale de cet accompagnement. Alors en pratique, en fait, il me semble quand même beaucoup plus important de prendre le temps du choix du traitement avec la personne. Et là, je pense que la place de l'ensemble des intervenants est intéressante. C'est que globalement, quand la personne que l'on accompagne est face au médecin prescripteur, il a déjà une idée assez précise sur ce qu'il veut.
Et à ce moment-là, ça peut être un petit peu délicat de venir réfléchir sur sa décision parce que ça a pris quand même beaucoup de temps à maturer. Alors que si les différents professionnels qui ont eu la possibilité de rencontrer cette personne-là ont eu le temps de lui expliquer quels étaient les avantages, quels étaient les inconvénients associés au traitement, au moment où le traitement est mis en place, la personne a eu le temps de pouvoir identifier quels pourraient être pour lui les avantages et les inconvénients. Et comme on l'a vu, par exemple, quand il y a des risques de dépression respiratoire importants, quand il y a des comorbidités cardiaques, ça peut être intéressant d'avoir déjà identifié ces éléments-là et de les amener à la personne accompagnée pour qu'elle puisse faire son choix. Malgré tout, il y a aussi cette question de est-ce que la personne est réellement dans un projet d'abstinence par rapport aux opioïdes, et notamment à l'héroïne, ou est-ce qu'elle est dans le choix de maintenir ses consommations parce que, malgré tout, on l'a vu, ça peut être assez délicat d'associer de la buprenorphine à ces consommations-là. Après, il y a certains praticiens qui ne se sentiront pas à l'aise de maintenir un traitement de substitution aux opiacés alors que la personne consomme. Et c'est justement des choses, si vous ne vous sentez pas en légitime pour intervenir là-dessus, ou si vous pensez prendre trop de risques, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de centres spécialisés pour ça. Les associations, alors l'importance, c'est, on a vu de prendre bien en considération la question de l'effet sur les récepteurs. Donc, prendre de la buprenorphine et de la méthadone, on a vu que c'était difficile à associer. Je parle en dehors du cadre de la prise en charge de la douleur. De la même manière que de prendre un antalgique opioïde en vue d'une substitution aux opiacés, ça peut être compliqué pour les mêmes raisons, c'est la compétition récepteur. Et évidemment, il ne faut pas y associer aux antagonistes, donc on a parlé de l'analoxone tout à l'heure, mais il y a deux autres traitements qu'on peut utiliser dans le cadre d'un trouble lié à l'usage de l'alcool, la naltrexone et la nalméphène, qui peuvent venir donc rentrer en compétition avec la buprenorphine et induire brutalement un syndrome de manque. Avec la méthadone, on a on a également des associations contre-indiquées. De surajouter des opioïdes les uns avec les autres, on va majorer le risque de dépression respiratoire. Associer la buprenorphine, on en a parlé. Idem pour la naltrexone et la nalméphène. Et par contre, pour la question cardiologique, un certain nombre de traitements que l'on peut prescrire en lien avec des comorbidités psychiatriques peuvent conduire à un allongement de ce fameux QT et pouvoir amener à un risque d'arrêt cardiaque. En dehors de l'aspect des traitements, il y a des sites qui existent, et si vous souhaitez les relayer auprès des usagers, ça peut être intéressant, où on peut faire, donc il s'appelle mixture, là en l'occurrence, pour que les personnes puissent avoir en tête s'ils associent tel médicament ou tel produit avec un autre, quel risque il peut y avoir pour leur santé. À présent, il me paraît important de replacer un petit peu les différents traitements dans leur action sur l'organisme et sur donc, les personnes que l'on accompagne. On voit bien que par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé tout à l'heure, le temps d'action, donc où la moitié du médicament va avoir eu le temps d'agir, donc ce qu'on appelle la demi-vie, la moitié de l'efficacité, pardon, la concentration, elle est très rapide pour l'héroïne, entre 3 et 6 heures. Elle est bien inférieure à la durée d'action potentielle de la buprenorphine ou de la méthadone. Ce qui se traduit aussi, on considère qu'une substance disparaît de l'organisme quand elle a atteint 5 demi-vies. Donc, si l'on prend ces éléments-là, on s'aperçoit que le pic de ressenti du sevrage va avoir lieu globalement dans environ 5 demi-vies après l'arrêt du produit. Ce qui se traduit donc pour l'héroïne à très peu de temps après l'arrêt de consommation, en fin de journée, voire le lendemain, ou jusqu'à 2-3 jours après, alors que le pic de vécu associé au sevrage est différé quand il s'agit de la méthadone ou de la buprenorphine. La prescription, alors
Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis la ressource. Hein. Je rappelle, c'est des choses qui sont quand même bien connues. Il n'y a pas forcément de grandes nouveautés associées à la prescription sur une ordonnance sécurisée. Bon, c'est bien précisé, le nom, le prénom de la personne, son sexe, sa date de naissance, bien préciser le médicament, de le préciser en toutes lettres. La durée de prescription, on va revenir sur la question de la durée possible en fonction de la molécule. Préciser le lieu de délivrance, donc la pharmacie, s'il existe un chevauchement et le fractionnement potentiel de la délivrance. Et si vous souhaitez que la personne ait son traitement en une seule fois, bien le préciser. Se pose la question à présent de la prescription électronique. Certains peut-être sont informés, d'autres pas. En tout cas, la médecine de ville et notamment aussi les officines sont amenés à devoir progressivement, enfin normalement ils ont jusqu'au 31 décembre de cette année, pouvoir permettre aussi la dématérialisation des prescriptions et donc de pouvoir avoir finalement un niveau de sécurité supplémentaire, c'est qu'associé à une ordonnance, cette ordonnance papier, elle peut être aussi numérisée. Et donc, sur la génération de cette ordonnance, il va y avoir un QR code qui va permettre donc un deuxième contrôle par le pharmacien de la prescription qui a eu lieu. Le problème, c'est que encore actuellement, tout le monde n'est pas équipé du matériel pour pouvoir pratiquer cette dématérialisation. Moi, de mon expérience en médico-social, on n'a pas les logiciels qui permettent de faire ça. Donc, le cadre le prévoit. En cas d'impossibilité, il y a toujours la possibilité d'avoir recours à vos fameuses ordonnances sécurisées habituelles. Comment ça se passe en pratique? L'introduction de la méthadone, on va faire une première dose qui va toujours avoir lieu suite à une analyse d'urine. Alors, il y a une certaine souplesse avec la buprenorphine, mais je vous engage malgré tout, quel que soit le traitement de substitution que vous instaurez, à réaliser cette analyse d'urine. La première dose doit toujours être inférieure à 40 mg et je vous rappelle que la dose létale pour une personne naïve qui n'a jamais consommé d'opiacés peut être d'1 mg/kg par jour. Et chez des usagers d'opioïdes, et je pense particulièrement aux femmes, il y a souvent un amaigrissement, voire même une dénutrition. 40 mg pour une femme en état de dénutrition peut très vite y arriver. Donc, la première dose, jamais dépasser 40 mg et surtout pas plus d'1 mg/kg par jour. Et il faut bien prendre en considération les dernières consommations qui ont eu lieu dans les dernières 24 heures, même si on l'a vu, l'essentiel de l'héroïne qui aura été consommée aura disparu au bout de 3 à 6 heures suite à sa consommation. Ensuite, il va y avoir une période, ce que l'on appelle de titration, c'est-à-dire qu'on va augmenter progressivement les doses, de telle sorte qu'on arrive à trouver la dose qui va permettre à la personne d'être bien. Alors moi, j'ai coutume de dire qu'il faut que la personne puisse la prendre une fois par jour et qu'elle puisse faire la grasse matinée. Si elle a l'habitude de le prendre le matin, si elle la prend tout le jour à 8 heures, il faut qu'elle puisse un jour être amenée à la prendre à 11 heures et qu'elle ne ressente pas de signe de manque. Si on est en deçà de cette grasse matinée, c'est probablement qu'on est légèrement sous-dosé. Et donc là, il ne faut pas hésiter à majorer un petit peu cette posologie pour que la personne soit vraiment bien. Il n'y a pas de maximum de posologie dans le cas de la méthadone. Par contre, il faut faire attention aux effets indésirables associés à ce traitement-là. Et s'il n'y a que de la méthadone à partir de 100 mg, il est fortement recommandé de réaliser un électrocardiogramme. Cette indication à s'assurer de l'innocuité de la méthadone sur le fonctionnement cardiaque, il est évidemment à évaluer en fonction de la situation, si la personne a déjà potentiellement des antécédents, ou s'il y a d'autres traitements qui ont un effet sur le cœur, ne pas hésiter à proposer préalablement cet examen. Normalement, l'initiation de la méthadone se réalise sous la formule sirop. Et après 1 an de stabilisation, il reste indiqué de réaliser un protocole de soins
qui va permettre à la personne de passer à la formule gélule. Théoriquement, il faut que la personne ait été stable pendant 1 an et on réalise à nouveau à ce moment-là une recherche de toxique urinaire. Est-ce que cette recommandation, elle reste bien fondée? C'est très discutable. En tout cas, on reste sur cette recommandation. En pratique, un certain nombre de professionnels en addictologie passent outre cette recommandation parce que le plus souvent, il y a des phénomènes d'écœurement, de mauvaise tolérance de la formule sirop, et donc on a tendance à passer plus vite à la forme gélule. La méthadone, comme on l'a vu sur l'étude DRAM qui me présente le nombre de décès associés à une prise d'opioïdes, la méthadone, elle présente un surrisque de mortalité au moment de l'introduction. Donc là, c'est des données d'une méta-analyse dont vous avez les références en bas à gauche, qui présentent bien que les 2 premières semaines suite à l'introduction de la méthadone sont des semaines très à risque de faire une overdose. D'où l'intérêt, et maintenant c'est une recommandation, l'ANSM l'a reprécisé il y a peu, d'introduire systématiquement au moment de l'introduction de la méthadone son antidote, à savoir l'analoxone. Un autre moment à grand risque de réaliser une overdose dans la trajectoire avec la méthadone, c'est au moment où la personne quitte son traitement par méthadone, quel que soit le motif, absence de disponibilité, reprise des consommations, entrée dans un service de sevrage, entrée en détention où la personne ne veut pas parler de son traitement de substitution. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un sur-risque de mortalité dans les 4 à 6 semaines qui suivent l'arrêt du traitement par méthadone. Donc, très important de rappeler l'importance de cette naloxone. Moi, je la prescris systématiquement à chaque introduction de méthadone. Pour rappel, 80% des overdoses ont lieu avec une personne qui pourrait intervenir à proximité. Le traitement de naloxone, c'est un traitement très efficace qui agit en quelques secondes, voire quelques minutes, mais dont la durée d'action est relativement brève, d'où l'importance de pouvoir à la fois réitérer la délivrance, la dispensation de naloxone, mais surtout d'avoir prévenu au préalable les secours pour qu'eux puissent premièrement venir et secourir la personne, mais aussi adapter au pouce-seringue électrique la dose de naloxone à délivrer au patient, de telle sorte qu'il ne soit pas non plus en situation de manque extrême, situation qui existe en pratique, qui est assez difficile à vivre par les usagers. Je vous ai présenté, si vous ne le connaissez pas, il y a un site qui est très bien fait qui s'appelle naloxone.fr, qui n'est pas un site qui est associé à l'industrie pharmaceutique, mais qui présente des petites vidéos brèves sur cette utilisation. 3 formulations, le Prénoxade en injection et les 2 formulations en spray nasal, sachant que le Nixoid est légèrement plus dosé en naloxone que le Vintizolve. Ce qui peut avoir certaines répercussions, si la personne fait une overdose et qu'on lui donne beaucoup de naloxone, d'un seul coup, elle peut ressentir fortement le manque. Il vaut quand même peut-être mieux qu'elle ressente le manque, mais qu'elle soit sauvée. Mais c'est quelque chose de très désagréable à vivre. Et à l'inverse, le Vintizolve, si la personne a consommé autre chose que de l'héroïne, et on l'a vu, ça commence à arriver, ces nouveaux opioïdes associés à de la fentanyl, à de l'oxycodone, au nitazène encore, dont on a parlé encore il y a peu de temps, et le Vintizolve sera très sûrement insuffisant pour lever cette overdose. Pour aider à la titration, il existe des scores qui permettent d'évaluer si la personne présente encore des signes de manque et donc s'il est intéressant de majorer la méthadone dans cette période de titration. Pour rappel, la méthadone dispose de ce qu'on appelle un délai de carence, c'est-à-dire que quand vous réalisez une ordonnance, si la personne ne vient pas se récupérer son traitement dans les 3 jours qui suivent l'établissement de cette ordonnance, il est possible que le pharmacien, il est recommandé que le pharmacien ampute son traitement de la durée pendant laquelle le patient ne se sera pas présenté. C'est un élément qui n'est pas applicable
à la buprenorphine qui, elle, comme les autres traitements, la personne peut aller chercher son traitement dans un délai de 3 mois suite à la réalisation de l'ordonnance. Je rappelle, il me semble qu'il y avait des pharmaciens qui s'étaient inscrits à ce webinaire. Il est recommandé de faire une copie de l'ordonnance, de l'archiver, mais il est indispensable de remettre l'original de l'ordonnance au patient qui en est le propriétaire. Les recommandations ordinales à la fois des médecins et des pharmaciens rappellent, parce que je pense que c'était ancien mais peut-être pas suffisamment réalisé, qu'ils ils souhaitent que les liens entre les officinaux et les prescripteurs se fassent de manière plus spontanée, plus régulière. Bref, à chaque fois que l'un ou l'autre se questionne par rapport à ce traitement, ne pas hésiter à pouvoir en échanger. Alors, quelques questions pratiques. Moi, ce que je constate depuis plus de 10 ans d'expérience en addictologie, c'est que la plupart des personnes que l'on accompagne ne sont pas dans l'idée de vouloir avoir des très grandes quantités de traitements de substitution aux opiacés, notamment de méthadone. Ils ont plutôt toujours tendance à vouloir ne pas assez se doser parce qu'ils ont ce réflexe de se dire si je ne suis pas beaucoup dosé, ce sera plus facile d'arrêter. En pratique, ça fonctionne très mal comme ça parce que ça maintient des envies autour de la consommation, ça maintient en fait un effet perçu par la personne associé à la prise de son traitement de substitution. Ça veut dire qu'il va sentir qu'il arrive sur la fin de l'effet de sa méthadone et à chaque fois qu'il prend la méthadone, il va sentir comme quelque chose qui le rebooste ou qui l'apaise, qui détend, qui lui permet de s'endormir. Et en pratique, on est face à un effet psychoactif. Or, si on veut sortir d'une dynamique addictive, on aime bien essayer de limiter ces effets psychoactifs et de faire en sorte que la personne ne pense plus à son traitement. On dit souvent qu'il prenne son traitement de méthadone comme s'il devait prendre un traitement pour l'attention, qu'il n'ait pas à y penser, qu'il n'ait pas de rappel corporel ou sensoriel. Autre élément très important, c'est le transfert qui a lieu vers l'alcool, qui est donc extrêmement fréquent. L'alcool qui peut agir en partie, pas uniquement, mais sur les récepteurs aux opiacés. Et de manière insidieuse, les personnes que l'on accompagne vont avoir une tendance à majorer progressivement leur consommation d'alcool, associée à leur traitement par méthadone, mais c'est la même chose pour la buprenorphine, et plus particulièrement au moment de leur souhait de réduire, voire d'arrêter leur traitement. Et c'est toujours important de rappeler que globalement, il existe des effets indésirables associés à la méthadone ou à la buprenorphine, mais que les effets indésirables associés à l'alcool sont nettement supérieurs sur la santé que ne peuvent l'être les traitements de substitution aux opiacés. Bien rappeler les risques d'association, méthadone, héroïne, alcool, benzodiazépine, toutes ces molécules ont un risque sur la fonction respiratoire et peuvent provoquer le décès par arrêt respiratoire ou à minima des apnées ou hypopnées du sommeil. Et ça qui est sans doute sous-évalué. On considère que près de la moitié des personnes qui sont accompagnées avec un traitement par méthadone font de l'apnée-hypopnée du sommeil. Et vous devez le savoir, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, le fait d'avoir un sommeil déstructuré ou peu récupérateur va amener à majorer l'envie de consommer, impacter le craving et impacter au niveau émotionnel. Les dépistages des toxiques urinaires, il est obligatoire à l'induction, on l'a vu, à la reprise du traitement, lors du passage à la méthadone gélule. Dans le cadre de l'accompagnement, il peut être demandé par les patients, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir respecter. L'amener comme un impératif obligatoire, ça peut se discuter. Il y a certaines personnes qui voient des avantages, vérifier que la personne a bien arrêté si elle était dans un projet d'arrêter les consommations, de vérifier qu'il n'y a pas d'autres consommations qui pourraient être à risque pour elle. Mais le plus souvent, c'est vécu par les usagers comme quelque chose d'assez humiliant. Ça les ramène à un statut non pas de patients, mais de personnes dont il faudrait se méfier.
Il peut aussi y avoir des erreurs dans les analyses d'urine. Il peut y avoir des réactions croisées, des faux positifs, des faux négatifs, etc. Et puis malgré tout, ça a un coût de réaliser ces analyses d'urine. Donc je pense que c'est vraiment adapté à la situation de chacun. Pour synthétiser, il y a cette brochure qui a été faite par un des réseaux de la Loire sur les différentes modalités de méthadone. Donc on voit la formule sirop prescrite initialement par un médecin, on l'a dit, de XAPA, de centre hospitalier ou en détention. La méthadone sirop est disponible pour une prescription maximale de 14 jours contre 28 jours pour la formule gélule. Il y a un fractionnement, sauf précision, sauf mention expresse, de 7 jours. Il y a un délai de carence, on en a parlé, et différentes formulations. C'est pris en charge à 65% quand c'est dispensé en ville. En XAPA, généralement, il n'y a pas de reste, il n'y a pas de paiement par l'usager, mais c'est évidemment quelque chose dont il faut avoir conscience si la personne n'a pas l'ensemble de ses droits ouverts quand on veut prescrire la méthadone. Alors, on nous pose souvent cette question, mais c'est très long, l'introduction de la méthadone. Pourquoi ça prend tant de temps d'arriver à cette dose qui va être efficace pour la personne? Donc, c'est ce que j'ai déjà mentionné, mais sans en préciser le détail, c'est ce qu'on appelle le fameux steady state. On l'a vu un peu plus haut, la méthadone, elle a une durée d'action qui va être généralement supérieure à 24 heures. Alors, je parle de la méthadone et de ses métabolites. Vous savez que le corps va métaboliser la méthadone et les différents métabolites, donc ces petites choses, la manière dont la méthadone est dégradée, peut rester active et c'est une fois qu'elle aura été complètement dégradée qu'elle ne devient plus active. Donc, la méthadone agit un peu plus de 24 heures, ce qui se traduit par le fait que 24 heures plus tard, quand on va prendre sa prochaine dose de méthadone, il restera un petit peu de la méthadone qui était présente dans le sang de la veille. Et ça se traduit par un équilibre qui se fait entre les entrées de méthadone et la dégradation de méthadone au bout de 3 à 5 jours. C'est pour ça que quand on introduit la méthadone, on fait ces fameux paliers de 3 à 5 jours avant chaque augmentation. Ça, c'est une manière un petit peu de vous l'imager. Si on prend son temps, on commence par exemple par 20 mg de méthadone. La personne, peut-être que le premier jour, elle va trouver que c'est insuffisant dans le ressenti, mais au bout de plusieurs jours, elle reste en vie et c'est le principal. Alors que si d'emblée, on va chercher à la satisfaire immédiatement, et ben, au bout de quelques jours, du fait de cette accumulation, il existe des décès par accumulation de méthadone. Ce qui, on le rappelle, va bien avec le fameux schéma que c'est la première et la deuxième semaine suite à l'introduction de méthadone où il y a le plus de décès. Certains me diront, bah oui, mais c'est aussi peut-être parce qu'ils vont venir compléter par de la méthadone de rue ou de l'héroïne. Vous avez raison. Donc, il y a une vraie réflexion à apporter avec les personnes accompagnées sur ces éléments-là. L'importance de la titration est de bien doser cette méthadone. Elle se traduit aussi en chiffres là-dessus. Quand je disais qu'il fallait chercher vraiment à trouver cette bonne dose avec une personne qui va vous dire qu'elle est confortable au-delà de 24 heures, ça se traduit sur ce petit graphique-là, qui montre que globalement, si vous ne la dosez pas suffisamment, cette méthadone, on va avoir une grosse partie des personnes qui sont accompagnées qui vont arrêter leur traitement, qui vont retourner à des consommations, généralement. Alors que si vous la dosez de manière suffisante, et donc là, on parle de doses qui peuvent être donc au-delà de 80 mg, et les personnes vont être plus longtemps adhérentes aux soins, et donc finalement, le traitement va être plus efficace. Maintenant, il est évident qu'on peut se poser la question de est-ce que je peux arrêter mon traitement? Oui, c'est quelque chose qui est possible, mais ce n'est pas un impératif.
les addictologues actuellement ne sont pas dans l'injonction, enfin en tout cas la plupart, à arrêter le traitement, surtout si la personne se sent bien, si elle a pu réinvestir de manière satisfaisante pour elle, hein, sa vie, sa situation au jour le jour, au niveau social, familial, amical, etc. Si on décide de réduire, voire d'arrêter la méthadone, il est conseillé de le réaliser par paliers successifs, avec une diminution maximum de 5 à 10% de la dose. Ce qui est rendu plus facile avec la méthadone gélule, parce que la méthadone gélule est disponible avec des gélules de 1 mg, ce qui nous permet d'être très précis pour engager cette diminution. On l'a vu aussi, il y a un équilibre qui se fait un petit peu dans la durée entre le niveau de méthadone qui rentre et le niveau de méthadone qui est éliminé par le corps. Et pour qu'à chaque fois le corps ait le temps de s'adapter, il ne faut pas faire des paliers trop rapprochés les uns des autres, sinon le corps ne comprend plus bien ce qui se passe. Et donc, il faut respecter au minimum 2 semaines pour que les choses se passent bien. Moi, j'ai même tendance à proposer 1 mois, c'est beaucoup plus confortable et ça se passe généralement très bien dans ces cas-là. À chaque diminution, bien questionner la personne sur est-ce qu'il y a actuellement une consommation d'opiacés. S'il y a des consommations d'opiacés actuellement, ben, on peut avoir tendance à penser qu'il va y avoir un transfert de la prise de méthadone vers cet opiacé, qu'il n'y a pas de craving, de désir de consommer de l'héroïne, qu'il n'y a pas d'autres transferts, donc on l'a dit, beaucoup sur la question de l'alcool, mais potentiellement aussi sur d'autres substances, cannabis, les benzodiazépines, etc. C'est pas forcément mieux hein, de transférer, comme on l'a dit, sur une autre substance. La méthadone est souvent il y a plus d'innocuité au niveau somatique que ces autres substances. Bien identifier aussi s'il y a un facteur perturbant dans l'environnement. C'est vrai que si la personne est dans un choix de déménager ou il est en train de vivre quelque chose de très impactant pour lui, c'est souvent pas le bon moment pour essayer de réduire la méthadone et il vaut mieux faire un palier un petit peu plus long, attendre, être sûr que ça se passe bien et ensuite engager la diminution. Et enfin, évidemment, s'il y a aussi des problématiques associées à l'humeur, à l'anxiété, on va éviter de réduire à ce moment-là. Ce qui effectivement peut se traduire par quelque chose qui va être plus long, mais finalement qui va être plus efficace en termes de rendu in fine. L'arrêt, bah, comme je l'ai déjà dit, la gélule permet de diminuer à la dose au milligramme près. Le sirop, c'est aussi possible. Alors, ça peut passer par essayer de laisser un petit peu de contenu dans la fiole pour essayer de réduire progressivement. Certaines personnes ont recours au switch vers la buprenorphine. Personnellement, je n'ai jamais été amené à le pratiquer parce que les personnes que j'ai accompagnées voulaient arrêter avec la méthadone. Et des fois, malheureusement, et moi j'ai le cas notamment en ce moment avec une personne qui a beaucoup d'effets indésirables associés à la méthadone, on est peut-être des fois amené à arrêter pour des complications somatiques. Des fois, l'arrêt n'est pas possible, les personnes vont diminuer, mais il y a un cap qui est très difficile à passer et ça peut être du fait d'une mauvaise tolérance, avec systématiquement un vécu de craving ou de manque qui est insupportable. Et assez souvent, il faut interroger la portée symbolique de l'arrêt de ce traitement de substitution avec la personne que l'on accompagne. Donc j'en ai plusieurs fois parlé, les effets indésirables associés à la méthadone. Les plus connus, bah, sans doute que je vous apprends rien, les opioïdes ont tendance à constiper, donc ne pas oublier de rappeler bah, que la première action là-dessus, hein, ça passe par des règles hygiéno-diététiques et pas nécessairement par des médicaments. La bouche sèche, donc ça c'est aussi quelque chose qui est assez courant, qu'on n'aperçoit pas forcément par une plainte de bouche sèche, mais ce qui peut se traduire également chez les personnes que l'on accompagne par une tendance à prendre beaucoup d'aliments, de boissons qui sont à forte tonalité sucrée, salée, pour venir un petit peu éveiller les séances qui est limitée par le fait de bouche sèche. Transpiration excessive, diminution de la libido, ça aussi, c'est des choses qui sont assez courantes. On considère que plus de la moitié des hommes, mais c'est sans doute sous-évalué chez les femmes aussi,
qui sont sous méthadone vont présenter une diminution de la libido. Et dans certaines situations, et de manière assez fréquente, il peut y avoir ce que l'on appelle un hypogonadisme, c'est-à-dire une baisse de l'activité des testicules avec une diminution de testostérone liée à une action de la méthadone au niveau central. On a déjà parlé aussi du risque sur la somnolence, sur le risque d'apnée du sommeil associé à la méthadone. D'autres personnes vont parler, comme un certain nombre d'opioïdes, des effets sur les nausées, les vomissements, les sensations de grattage, des étourdissements. La buprenorphine va avoir globalement les mêmes effets indésirables, peut-être, ça dépend un petit peu de chacun, à un degré légèrement moindre. Méthadone et alcool, alors très brièvement, je ne vais pas me pesantir sur cette diapositive, il y a effectivement dans la méthadone sirop une très 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 légère quantité d'alcool. Globalement, on est à presque 1/50 de ce qu'il pourrait y avoir dans un verre d'alcool moyen. Donc globalement, on peut dire que l'effet de cet alcool sur le métabolisme, sur la physiologie humaine de la personne qui prend le traitement est presque négligeable. De la même manière que l'apport calorique qu'il y a dans un flacon de méthadone reste quand même très faible et ce n'est pas en tant que tel le seul élément qui peut expliquer une prise de poids ou des caries. Il y a aussi l'hygiène dentaire, évidemment. Pourquoi les gens vont être amenés à consommer de l'alcool? On l'a dit, il peut y avoir un transfert d'addiction. Il peut y avoir le fait que la méthadone était insuffisamment dosée et on cherche à compléter le manque de méthadone sur de l'alcool. Et il y a la recherche de l'effet hédonique associé à la consommation qui vont un petit peu se surajouter au moment de la consommation d'alcool associée à la méthadone. Ce qui se passe dans le sang et aussi au niveau cérébral en termes d'effets, c'est que la méthadone va avoir tendance à être plus active au moment de la co-consommation, donc on voit qu'elle monte plus vite, plus haut, mais par contre, elle va avoir tendance à agir moins longtemps. Et ça peut vraiment être un retour que vous avez des personnes qu'on accompagne, qui disent j'ai l'impression que depuis que je consomme de l'alcool ou les jours où je consomme de l'alcool, ma méthadone ne fait pas les 24 heures, ne fait plus les 24 heures. Et ça peut être associé justement à cet effet de la méthadone sur le métabolisme de l'alcool, sur le métabolisme de la méthadone. Méthadone et tabac, il y a une très haute prévalence du tabagisme chez les personnes qui prennent de la méthadone. On voit quasiment 90%. Et on s'aperçoit que plus les personnes prennent de la méthadone et plus elles ont tendance à consommer. Il y a eu plusieurs explications qui ont été proposées, l'effet renforçateur, c'est-à-dire que le fait de prendre de la nicotine en tant que la méthadone aurait tendance à augmenter la perception de l'effet psychoactif de l'un et de l'autre. Aussi le côté, l'habitude, le fait de prendre systématiquement, ça peut aussi, sur un fonctionnement de conditionnement opérant, amener la personne à avoir tendance à associer les deux. Mais il ne faut pas oublier que la méthadone, elle est utilisée par le corps, par ces fameuses enzymes, et la fumée de cigarette a cette capacité de pouvoir agir sur ces enzymes qui vont dégrader la méthadone. Ainsi, le fait de beaucoup fumer peut avoir tendance à amener la personne à avoir l'impression que sa méthadone ne fait plus suffisamment effet, et donc de devoir majorer sa consommation, sa prise de méthadone, sa posologie de méthadone. Et inversement, il est toujours important, si la personne est dans un choix de réduire sa consommation de cigarettes, de venir réinterroger la méthadone, parce que là, à l'inverse, l'arrêt, et là on est actuellement dans le mois sans tabac, il peut y avoir finalement un surdosage lié au sevrage de tabac en méthadone. Enfin, on n'est pas forcément tous égaux dans la manière dont notre corps utilise la méthadone. Il y a notamment deux profils qui sont bien connus. La plupart des personnes sont un métabolisme intermédiaire, ça veut dire que, comme on l'a vu, une dose de méthadone les met confortables sur 24 heures, mais il existe des personnes qui vont avoir tendance à utiliser très très vite leur méthadone et par contre, en fin de journée, il n'y aura plus assez de méthadone dans le corps. Donc ça, c'est des personnes qui vont utiliser
très rapidement de leur méthadone, et c'est chez ces gens-là, on peut être amené à leur proposer de prendre la méthadone en 2 fois, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma en bas à droite. À l'inverse, il existe des personnes qui vont métaboliser très lentement la méthadone, et pour ces personnes-là, il faudra éviter de prescrire de trop grosses doses de méthadone, et on pense notamment à toutes ces personnes qui sont décédées du fait d'une induction en méthadone un peu trop rapide et chez qui on n'a pas forcément respecté ces paliers. Comment on peut définir si une personne a une métabolisation rapide ou lente? On peut pratiquer ce qu'on appelle une méthadonémie. Donc, ça se fait au laboratoire. On a tendance à faire donc 2 prises de sang, une au moment du pic, là au moment où la méthadone est la plus importante dans le sang, c'est-à-dire 3-4 heures après la dernière prise de méthadone, et la méthadonémie résiduelle, c'est-à-dire 24 heures après la dernière prise. Et à ce niveau-là, on peut voir si la personne est insuffisamment dosée, si elle est à un dosage qui est optimal ou si elle est surdosée. En fonction de ces éléments-là, on pourra déterminer si la méthadone pic est trop importante et la méthadone résiduelle trop basse. Là, on est sur un profil métaboliseur rapide, mais on peut avoir des personnes qui sont surdosées à la fois au niveau du pic et à la fois au niveau du résiduel, et inversement, des personnes qui sont sous-dosées pour l'un ou pour l'autre de ces éléments. Passons à présent à la buprénorphine. Comme je vous l'ai rappelé en introduction, la buprénorphine est disponible en forme sublinguale ou sur la langue. Il y a très souvent des expérimentations qui ont été faites, et selon ces expérimentations qui ont été faites avant la prescription, certaines personnes vont avoir une mauvaise représentation de la buprénorphine, et notamment d'avoir pris de la buprénorphine trop tôt après de la méthadone ou de l'héroïne et d'avoir perçu ces symptômes de manque. Ce qui est très dommage parce que c'est un très bon traitement. Il n'est pas parfait, mais c'est un très bon traitement. Le traitement a le bénéfice de pouvoir être commencé à une dose qui peut rapidement amener un soulagement et de pouvoir être monté par palier même chaque jour. On peut faire des paliers plus longs, mais on peut l'augmenter tous les jours, de telle sorte d'amener la personne à un soulagement complet de l'ensemble de ses symptômes dans les quelques jours ou dans la première semaine suite à l'induction, ce qui peut être beaucoup plus long pour la méthadone. On rappelle qu'il est préférable de réaliser une analyse d'urine avant l'introduction de la buprénorphine. Il peut y avoir là aussi un temps de stabilisation. C'est intéressant sur ce schéma qui rappelle que l'introduction d'un traitement de substitution peut être aussi l'opportunité d'interroger la santé somatique de manière plus large, notamment les comorbidités, notamment infectieuses, mais aussi hépatiques, rénales, etc. La buprénorphine, quand elle est placée sous la langue, il faut avoir en tête que c'est par le fait qu'elle peut diffuser dans l'organisme par l'ensemble des vaisseaux sanguins qui sont présents dans la bouche que l'action de la buprénorphine se fait. Si la personne donc va être amenée à avaler sa salive, à boire ou à manger rapidement après la prise de son traitement, une partie de ce traitement va être inefficace. D'où, chez certaines personnes, l'impression que le traitement n'est pas efficace alors qu'il n'a simplement pas été bien pris. L'orobupré, donc qui est la forme de buprénorphine suslinguale, fond sur la langue et a un délai de fonte qui est un petit peu plus rapide, ce qui peut être un petit peu plus intéressant pour les personnes qui se plaindraient qu'il faut attendre trop longtemps avant de pouvoir boire, manger ou d'avaler sa salive. Là ensuite, je vous ai représenté à nouveau une des présentations, un flyer qui a été fait par la SRAE, Réseau de Loire-Atlantique, et qui rappelle les modalités de prescription. Donc moi, je vous conseille de réaliser exactement les mêmes, de le faire avec la même rigueur que ce que vous faites pour la méthadone, notamment sur les fractionnements de la délivrance, de bien préciser que essayer de faire en sorte que le pharmacien prescrive au moment où l'ordonnance a été réalisée,
ça me paraît un petit peu incongru que la personne puisse venir 3 mois après et bénéficier de ce traitement. Ça me paraît plus intéressant de suivre cette personne au jour le jour. La prescription est aussi remboursée. Vous voyez que la part remboursement sécurité sociale est un peu plus importante avec la formule sublinguale qu'à la formule orodispersible. Maintenant, la dose, c'est souvent un débat qui a eu lieu. C'est vrai qu'on avait tendance historiquement à donner les petites doses de buprenorphine pour soulager le manque associé aux opioïdes. Et ces petites doses de buprenorphine sont insuffisantes pour venir activer tous les récepteurs. Or, on a vu que la buprenorphine, globalement, elle a une efficacité sur son récepteur qui est un petit peu moindre que l'héroïne et la méthadone, d'où l'importance de vraiment aller saturer le plus possible de récepteurs, qui permettra d'enlever l'envie de consommer et de bien supprimer l'ensemble des signes de manque. Et on s'aperçoit qu'il faut atteindre des quantités de buprenorphine assez importantes pour venir saturer l'ensemble des récepteurs. En France, on peut monter jusqu'à 24 mg. Certains praticiens ont recours à des prescriptions au-delà, mais on est hors AMM. Un des risques associés à la prise de buprenorphine, c'est le mésusage de ce traitement avec un recours de cette buprenorphine en injection, en sniff. Qu'est-ce qui fait que les personnes sont amenées à avoir recours à une forme de buprenorphine en dehors de la forme sublinguale? Et ben, là, il y a un vrai travail de clinicien à réaliser. Est-ce qu'on a réalisé une titration suffisante? Est-ce qu'on a monté suffisamment la buprenorphine en termes d'effets pour que la personne se sente bien? Est-ce que la personne a une recherche d'effets psychoactifs? Est-ce que le fait d'avoir injecté la buprenorphine fait qu'il y a plus de biodisponibilité, il y a plus de buprenorphine qui va être réellement efficace? Donc ça peut traduire le fait que la personne était finalement insuffisamment dosée en buprenorphine. Est-ce que c'est dans une recherche, comme certains usagers le font, hein, ils ont un compagnon, une compagne qui sont elles aussi dans une problématique de dépendance aux opioïdes, et finalement il va prendre son traitement, demander les plus grosses doses pour pouvoir aussi venir apporter une substitution à l'entourage. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important à vérifier pour que l'ensemble du couple puisse bénéficier d'un traitement plutôt que l'un fasse la substitution de l'autre. Tous ces éléments-là sont à évaluer. Mais on a aussi les éléments qui sont de l'ordre de la comorbidité psychiatrique. On a vu que dans une certaine mesure, la buprenorphine et la méthadone pouvaient avoir des actions autre que la substitution aux opioïdes. Est-ce qu'il y a un contexte douloureux? On sait que les personnes qui ont un traitement de substitution aux opioïdes vont avoir un besoin en opioïdes plus important pour soulager leur douleur. Ils vont avoir une sensibilité à la douleur qui est différente du sujet naïf aux opioïdes et vont avoir justement besoin globalement de plus de traitements. Globalement, c'est une réalité, le détournement. Comme je vous le disais, généralement, il y a des questions d'automédication et une automédication parce que les personnes se sentent en manque, parce qu'ils ont une douleur ou parce qu'ils jugent que leur dépendance est encore importante. Il y a effectivement le besoin d'avoir un effet psychoactif et parfois c'est parce qu'ils n'ont pas accès à l'autre traitement qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Comme je vous le disais, la dose disponible de traitement par la voie sublinguale, elle est relativement faible, alors que la voie injectable, elle est beaucoup plus importante. Donc finalement, le fait d'injecter permet d'avoir quasiment la double dose de ce qu'on pourrait avoir en voie sublinguale. Ce qui veut dire que une personne qui aurait le projet d'arrêter de s'injecter sa buprenorphine, probablement qu'il va falloir revoir la posologie qu'on donne par voie sublinguale pour que la personne soit vraiment bien stabilisée. À présent, intéressons-nous à la question de la prise en charge de la douleur chez des personnes qui ont des traitements de substitution. On va faire assez simple.
une personne qui a des douleurs, douleurs aiguës, d'intensité légère, la prise en charge peut consister en une prescription d'un antalgique non opioïde, type paracétamol ou anti-inflammatoire, ou de toutes les stratégies antalgiques non médicamenteuses, évidemment, qui peuvent être en fonction de la situation, un kiné, un ostéopathe, etc. Pour les douleurs d'intensité modérée, on peut être amené à fractionner le traitement de substitution parce que tous les traitements de substitution ont une efficacité sur la douleur, mais le pic d'action antidouleur est globalement dans les quelques heures qui suivent la prise du traitement. Associé à ça, on peut être amené à augmenter la posologie de méthadone ou de buprenorphine pour avoir un meilleur soulagement de ces douleurs. Si la douleur est d'intensité sévère, pour les personnes qui sont sous méthadone, il y a deux options. Soit on va majorer la prise de méthadone avec un fractionnement en 3-4 fois par jour, ou alors on maintient la méthadone à la même dose et par-dessus, on vient surajouter un traitement antalgique de la douleur opioïde, agoniste complet, tout en ayant évidemment une surveillance à la fois sur la tolérance du traitement au niveau de la dépression respiratoire potentielle, mais aussi sur la bonne antalgie qui est réalisée. Sur la buprenorphine sublinguale, il est quand même souvent conseillé de réaliser un switch, c'est-à-dire un transfert de la substitution de la buprenorphine vers un autre opioïde, mais on va voir que ça, c'est un petit peu remis en question par la possibilité actuelle d'avoir recours à des buprenorphines longue durée d'action. En fait, si vous voulez, quand la buprenorphine est vraiment prise de manière quotidienne, sans rupture dans les prises, on peut surajouter un petit peu de traitement opioïde agoniste par-dessus. En fait, la buprenorphine ne permet jamais de venir saturer à 100% tous les récepteurs. Donc, venir ajouter un petit peu d'opioïde agoniste complet peut permettre de soulager une douleur. À partir du moment où la buprenorphine n'est pas prise vraiment de manière très régulière, eh ben on va observer ce phénomène dont on a déjà parlé, que la buprenorphine va venir prendre place de l'opioïde et donc conduire à des sensations de manque. Et donc là, on fait pire que mieux, globalement, dans la gestion de la douleur. C'est un poster que je trouvais très bien fait, qui pourra être mis en place sur notre site comme une ressource, qui permet justement de rappeler les différentes possibilités d'agir sur la douleur dans le cadre d'un traitement de substitution aux opiacés. J'en ai déjà parlé, la prise en charge des douleurs, alors là, on parle au-delà de la douleur aiguë, elle ne repose pas forcément toujours par des traitements de substitution ou par des opioïdes. Il y a donc des approches non médicamenteuses et il y a aussi tout un panel de traitements qui n'agissent pas sur la fonction opiacée. Et là, on a un certain nombre de traitements, comme je vous l'ai précisé, là, globalement, des pistes, des choses qu'on utilise actuellement en pratique courante, des choses qui sont un petit peu moins fréquentes. Je pense par exemple à la kétamine qui reste assez limitée, mais le pouvoir recourir par exemple à l'acupan, par exemple, aux antipyrétiques de type GABA pantinoïde, type prégabaline, gabapentine, avec évidemment toutes les précautions que vous connaissez peut-être associées à la prégabaline, ou des régulateurs, des modulateurs de la sensation douloureuse, comme peuvent l'être les traitements antidépresseurs. À présent, parlons de la question des voyages. La plupart de nos patients, et vous savez qu'on est très proche d'une frontière, si on veut être le plus rigoureux possible, pour passer la frontière, il faut avoir réalisé un document qui est disponible sur le site internet. Vous avez les liens là pour pouvoir les faire. Quand on se déplace dans l'espace Schengen, un document qui est rempli par le prescripteur ou par le patient est envoyé à l'ARS associé à l'original de la prescription. L'ARS vous renvoie le formulaire signé et le patient peut se déplacer
pendant la durée qui est inscrite sur le document, c'est-à-dire maximum 28 jours pour la buprenorphine ou la méthadone gélule, 14 jours maximum avec la méthadone sirop. Ça se passe très bien, hein, aucun problème avec l'ARS, en tout cas de mon côté. Mon retour d'expérience est beaucoup de réactivité de l'ARS. On fait le document, dans les 24-48 heures, généralement, on a le retour de l'ARS et la personne peut partir avec son traitement et ça ne pose pas de problème. Pour le voyage hors espace Schengen, il faut s'informer au préalable des conditions, des dispositions propres à chaque pays. Je ne vais pas pouvoir les dérouler toutes ici. Il y a un site internet qui précise quelles sont les recommandations par rapport à chaque pays. Donc, vous imaginez bien que ça peut être très simple en fonction du pays, comme plus compliqué. Et donc, j'engage vraiment les personnes que vous accompagnez quand ils ont un projet de départ, de faire les démarches longtemps en avance. Très rapidement, une des perspectives, c'est la buprenorphine longue durée d'action ou libération prolongée. L'idée de ces traitements, c'est de pouvoir proposer sous forme injectable une injection qui va avoir une action pour une semaine, un mois, et pour une forme qui est pour l'instant non disponible en France, pour 6 mois. Et cette injection va permettre de stabiliser la personne durablement par rapport à son traitement. C'est des traitements qui fonctionnent très bien. Il y a des tableaux qui permettent une correspondance de la forme sublinguale vers la forme injectable. Le problème actuellement, c'est que ce type de traitement est disponible uniquement dans les XAPA ou dans les centres de détention et qu'il n'y a pas de dispositif qui puisse être remboursé par la sécurité sociale et que pour l'instant, ces traitements sont très chers. Il y a plusieurs personnes qui pourraient bénéficier de ce type de traitement, des personnes qui sont très bien équilibrées et qui en auraient marre de prendre tous les jours leur traitement. Ça peut être très intéressant de proposer ça. Les personnes qui, à l'inverse, sont assez difficiles à maintenir dans les soins, notamment de faire passer régulièrement sur un centre d'addictologie, si vous leur proposez une formulation qui permet à la personne de passer qu'une fois par mois et pas trop régulièrement, ça peut être intéressant pour ces personnes. Là aussi, je vous repasse la flyer qui a été réalisée par ce fameux réseau qui rappelle l'intérêt de ce type de dispositif et la manière de procéder. Et on voit bien, comme je vous le disais, dans la prise en charge de la douleur chez ces patients-là, eux, ils vont avoir une situation très constante des récepteurs aux opiacés au niveau cérébral. Et donc, chez ces personnes-là, on va venir surajouter un opioïde fort pour pouvoir avoir cette action sur la douleur au niveau cérébral. Ces traitements fonctionnent a priori très bien. On manque, à mon avis, encore de suffisamment de recul pour pouvoir le proposer largue à manu. Et comme je dis, la grande difficulté actuelle, c'est l'accessibilité et le coût associé à ces traitements. Un des intérêts, comme je l'ai dit, c'est que la montée de l'effet de la buprenorphine au niveau cérébral se fait lentement, ce qui permet en fait de court-circuiter un petit peu cet effet de j'introduis trop rapidement la buprenorphine suite à la prise d'héroïne ou de méthadone et que ça va conduire à du manque. Vu que ça monte assez progressivement, on a beaucoup moins d'effets de manque associés à ça. On a parlé beaucoup de ces traitements de substitution. Il y a des limites, on a vu, associées aux effets indésirables. Il est possible de consommer avec les deux traitements, encore plus facilement avec la méthadone. Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que la personne souhaite ça? Est-ce que c'est un traitement à vie? Est-ce qu'on propose quelque chose qui va remplacer la drogue? Non, j'espère l'avoir bien montré. C'est très efficace dans l'objectif de diminuer, de réduire les consommations, de les arrêter. Il y a des contraintes institutionnelles, c'est évident. Ça renvoie à la personne à une image de patience, c'est important de le rappeler. Beaucoup de personnes ont commencé les produits en ayant une démarche d'autonomisation, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes gérer leurs propres difficultés. Et le fait de devoir recourir à un centre de soins peut amener certaines personnes à se sentir infantilisées. Donc tout ça nécessite d'être très vigilant au jour le jour avec les personnes qu'on accompagne.
Il existe un manuel des droits qui a été fait par Asud sur le manuel des droits des usagers, que je trouve assez intéressant, même pour les praticiens, pour qu'ils puissent un petit peu réinterroger leurs pratiques. Je vous présente à présent les différentes recommandations référentielles et j'espère que cette présentation vous aura été intéressante. Et pour ceux qui seraient encore là et qui auraient des questions, je me tiens à votre disposition. Je termine par les ressources et pour ceux qui voudraient partir très vite, je vous laisse donc le QR code qui permet de remplir un questionnaire de satisfaction. Pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de remplir ce QR code, d'utiliser le QR code, un lien vous sera transmis ultérieurement pour pouvoir répondre à ce questionnaire de satisfaction. Merci à vous. Je vais maintenant essayer d'ouvrir les micros. Je ne sais plus où c'était, tu sais. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui. 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 En pratique, j'ai déjà eu le problème justement d'avoir introduit la buprenorphine trop tôt, avec un syndrome de manque du coup derrière. Oui. Donc en pratique, de façon concrète, comment on fait en fait quand on a le patient qui vient nous demander, alors c'était un vendredi soir, c'était voilà. Bon, j'ai introduit la buprenorphine, il m'a dit que le week-end avait été un cauchemar, qu'il a fini par être réhospitalisé tellement il n'en pouvait plus. Et donc, bon, c'était un peu un échec, ce qui fait que maintenant, j'introduis plus, j'envoie sur le Xapal directement. Mais du coup, comment je fais si je veux introduire? Alors, il faut commencer par des petites doses, Ouais. donc la plus basse possible. Donc, on peut commencer par 2 mg ou 4 mg et vraiment indiquer à la personne qu'il faut essayer de retarder le plus possible l'introduction et donc d'attendre le plus possible les signes de manque. On donc, commence du par coup, il faut quand même un espace libre de combien de temps à peu près? Alors, il n'y a pas un critère fixe qui permettrait de dire il faut absolument attendre 8 heures, mais d'attendre, par exemple, que la personne ait le plus de signes de manque possible, supportable évidemment, d'introduire une petite dose de buprenorphine. Si cette petite dose de buprenorphine est parfaitement tolérée, ça veut dire que vous allez pouvoir la compléter éventuellement très rapidement par une dose supplémentaire. Par exemple, si vous avez introduit 2 mg, vous pouvez introduire de nouveau 2 mg 2 heures après, ce qui va permettre de soulager plus rapidement la personne sur ses signes de manque. Voilà, si vous avez un doute, il ne faut pas hésiter à avoir des toutes petites posologies, voir comment la personne le supporte. Est-ce que la buprenorphine va venir chasser en fait l'héroïne ou pas? D'accord. Et alors, vous disiez, il faut faire attention aux co-consommations. Moi, j'ai certains patients sous méthadone qui consomment, mais j'ai pas l'impression d'avoir de prise là-dessus. Enfin, j'évalue pas si je dois diminuer mes prescriptions en fonction de ce qu'ils donnent. J'ai du mal à savoir ça. Alors, c'est une question qui est très importante. Pour moi, c'est quel est l'objectif que la personne se fixe. On a tendance, on l'a vu, plus on va doser la méthadone et plus on va permettre aux personnes de rester dans le cadre de soins, évidemment tant qu'on n'est pas en surdose. Et du coup, on a tendance à dire au tout début, quand on fait l'induction, la titration de la méthadone, il faut monter assez haut pour permettre justement, si la personne est dans un projet d'arrêter les consommations, de monter le plus haut possible tant qu'il y a une bonne tolérance pour faire céder complètement les consommations et les cravings. Maintenant, si l'objectif de la personne est de maintenir des consommations, et ça, il faut avoir
suffisamment bon lien avec elle pour questionner ça. À ce moment-là, il me paraît un peu illusoire de monter la méthadone. Si elle continue de vouloir maintenir ses consommations de méthadone, d'héroïne, on court un peu à l'échec comme ça. Hein. Donc, il faut pouvoir questionner cette personne-là, bien repréciser. Ben, on a vu que le pic de méthadone, il est 3 à 4 heures après la prise de la méthadone, d'éviter au maximum d'associer une prise d'héroïne au moment du pic de méthadone, de les différer le plus possible de la prise de méthadone et de réduire éventuellement les consommations de méthadone au préalable si on sait qu'on va consommer. C'est toutes ces stratégies on appelle de réduction des risques qui permettront de limiter le risque d'overdose associé à la polyconsommation héroïne-méthadone. Et je rappelle aussi l'importance de l'analoxone dans ces cas-là. Oui, d'accord. Et l'autre problème que j'ai, c'est avec un patient qui est alcoolique, mais avec des consommations. Il a des hospitalisations séquentielles parce qu'il en est à sa 40e cure de sevrage. Donc, lui, finalement, on a pris la décision de l'hospitalisation séquentielle pour reprendre le sevrage régulièrement. Mais il a quand même des épisodes où il consomme 10 bières de 50 par jour. Il est sous méthadone. Est-ce que j'augmente la méthadone? Comment je fais? Alors, les recommandations là-dessus conseillent de pouvoir essayer de majorer la méthadone ou le traitement de substitution. Hein, ce serait la même chose avec la buprenorphine, pour essayer de venir mieux contrôler la consommation d'alcool. Il y a même quelques papiers qui montrent que les personnes qui auraient quitté leur traitement de substitution et auraient développé un trouble lié à l'usage de l'alcool ultérieurement pourraient bénéficier d'une réintroduction du traitement de substitution pour venir soulager en fait l'addiction à l'alcool. Mais là aussi, c'est une indication, ce qui ne veut pas dire que dans 100% des cas, en majorant la méthadone ou la buprenorphine, on va venir systématiquement soulager la question d'addiction à l'alcool. Il y a un certain nombre de situations où vous allez avoir un effet positif au moment de la majoration du traitement et puis un phénomène d'échappement. Enfin, moi, c'est ce que je constate en clinique. Et la personne, en fait, va stopper en fait, cette dynamique qui était positive liée à l'alcool. Ça peut être donc une option. En tout cas, il faut l'avoir tenté. Maintenant, faire l'alpha et l'oméga et penser qu'on va systématiquement gérer ça, je pense que non. Et après, il y a d'autres possibilités d'accompagnement de l'alcool. Je parle d'un point de vue médicamenteux qui ne passe pas évidemment par le nalméphène ou le naltrexone. On est plus sur la Otal ou baclofène ou les autres types de thérapeutiques. Mais là, on est hors AMM. Oui, parce qu'en fait, du coup, il me disait que là, il avait repris l'alcool après une période de sevrage qui avait été importante chez un patient en plus qui est diabétique. Donc, quand il prend 10 bières, on a du mal à contrôler son diabète. Et donc, il me disait, il faut que vous m'aidiez parce que, voilà, qu'on augmente la méta ou autre parce que je reconsomme. Entre autres, c'est un patient qui avait pas mal de traitements psychiatriques avant. La dernière hospitalisation, ils avaient retiré le tertian, donc j'ai remis un peu de tertian. Mais finalement, lui, il a déjà 150 de méthadone. Donc, il a quand même, et c'est un métaboliseur qui est plutôt rapide, visiblement, et donc ça fait depuis que je le connais. Donc, depuis 10 ans, il est en 2 prises. Il prend 100 le matin, 50 le soir. Mais du coup, il me disait, j'ai plus envie d'être réhospitalisé, augmenter la méthadone pour que j'arrête l'alcool, mais ça me semble un peu périlleux, en fait, comme situation. Alors, il n'y a pas de contre-indication à le faire, si tant est qu'il y a bien l'évaluation cardiologique, parce que le tertian est aussi torsadogène. Donc, bien avoir vérifié ces éléments-là. Mais en soi, il n'y a pas de contre-indication à monter, à majorer la méthadone, en tout cas sur ces indications. Oui, d'accord. D'accord, c'est tout. C'était surtout les problèmes que je rencontre, moi. Sinon, voilà. Mais c'était intéressant, c'était très bien. Ça permet, parce que finalement, on n'est pas tellement formés, nous. On les reçoit et on fait notre popote, mais on n'est pas tellement formés, donc c'est plutôt bien. Merci. Ouais. C'est rien. Bonne fin de journée, au revoir. Merci à vous aussi. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, des questions sur cette présentation?
Pour ceux qui n'auraient pas accès à leur micro, il y a la possibilité d'utiliser le chat. Et il y a possibilité de revoir le PowerPoint, de réavoir les données du PowerPoint ou pas? Alors, le webinaire a été enregistré, Ouais. donc on va mettre à disposition si tout a bien fonctionné, on mettra à disposition le webinaire sur D'accord, pour notre avoir site les internet. références et les trucs pour demander, j'ai pas tout noté là, en cas où ils partent à l'étranger, tout ça, j'ai pas noté. D'accord. D'accord, et ben merci beaucoup. Au Merci à revoir. vous. Au revoir. Je ne vois pas de questions dans le chat. Est-ce qu'il y avait une autre question? Non, j'ai pas l'impression. Du coup, je vous remercie tout le monde pour votre attention et je vous souhaite une très bonne fin de journée.